Les femmes et les hommes ne seront jamais égaux. L'homme et la femme sont différents. Euh, les femmes ont des qualités plus supérieures aux hommes. Les hommes ont plus de force que les femmes, etc., etc. C'est d'habitude des propos qu'on entend à chaque fois que le débat de l'égalité des hommes et des femmes se pose. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, l'égalité. On entend aussi souvent dire que ce qu'il faut, c'est de l'équité, parce que l'homme et la femme sont complémentaires, qu'il faut passer de l'équité à l'égalité ou de l'égalité à l'équité. Bref, nous allons aussi parler d'équité, vous l'aurez compris. Alors, bonjour à toutes et bonjour le peuple, bonsoir selon l'heure à laquelle vous me recevez et bienvenue dans Empouvoirment, le podcast. Éduquer, sensibiliser, changer, tel est notre leitmotiv, tel est notre objectif. Et aujourd'hui, pour parler de ces sujets très très importants qui sont souvent sur la table, mais dont on ne comprend réellement pas les notions ni les objectifs, on va parler avec une personne très spéciale, avec une sorcière, une aînée, une dévancière dans le game, dans la lutte féministe au Togo. Je crois qu'elle est l'une des premières personnes à m'avoir vu dans le monde, à m'avoir vu évoluer. Et bonjour Floriane, comment vas-tu? Bonjour, Grace. Je vais bien et toi? Je vais bien, par la grâce de Dieu. Et ta semaine, tes activités? Assez chargé, mais on rend grâce, on va bien, les choses avancent. Et de ton côté? Ça va, ça va. Je sors d'une grippe un peu violente, comme je te disais, mais ça va, par la grâce de Dieu. Ah, beaucoup de courage. Comme tu en sors, bah, c'est que le rétablissement, il est tout proche. Oui, par la grâce de Dieu. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer par te laisser te présenter. Oui. Franchement, comme je dis ici, tu as toute une minute. Présente-toi, nom, prénom, fais ta publicité. Tu as toute une minute pour te présenter totalement. Vas-y. Euh, Alors, merci Grace. Comme tu l'as déjà énoncé, je m'appelle Floriane. Mais mon nom complet, bon, si je veux dire, le nom complet que j'utilise très souvent, c'est Floriane Clinclin Akwete. Je suis mhm. activiste féministe togolaise, membre de la communauté des négresses féministes du Togo. Et je travaille très souvent en tant que consultante et gestionnaire de projets de développement, toujours avec cet aspect genre et ces approches féministes que je mets en place dans tout ce que j'applique, dans tous mes travaux. Et j'ai comme hobby la lecture et les voyages. Oui. Alors, je vais faire très, 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 comment on appelle ça? Humble. Et m'arrêter là. Ne sois pas humble, s'il te Ah, plaît. que je ne sois pas humble. Ok, Non, non, d'accord. non. Qu'est-ce que je vais ajouter à ma biographie? Bah, je vais dire que je suis activiste depuis 7, 8 ans, bientôt 9 ans. Et je suis membre de plusieurs communautés au niveau sous-régional, je veux dire Afrique de l'Ouest francophone spécifiquement, et même Afrique de l'Ouest anglophone, francophone, des communautés dans lesquelles nous discutons de comment faire avancer les droits des femmes. Et Mhm. non seulement les droits des femmes, mais également mettre au plan national, politique, sous-régional, les questions de les approches féministes pour que réellement nous puissions atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire bah, l'abattage du patriarcat. Voilà. J'adore l'abattage du patriarcat. Ça m'a fait penser. En fait, j'ai eu l'image dans ma tête des arbres qu'on abat dans la brousse. En fait, j'ai eu Oui, trop cette image dans ma tête. Ok. on peut s'imaginer cela, hein, une forêt de systèmes d'oppression,
dans le patriarcat, le capitalisme, l'esclavage, le racisme et tous ces ismes-là Le très méchants qui colonialisme nous... et tout ça. Exactement, Mhm. tous ces systèmes d'oppression-là, comme dans une forêt, que nous, en tant que féministes, munis de nos connaissances, de nos savoirs, nous tenons des haches, des tronçonneuses, tout ce qui peut abîmer ces méchants arbres d'oppression là, tu vois, non? Et faire Mhm. tomber toutes ces forêts d'oppression. On coupe seulement, on coupe, on coupe, on coupe. Et on coupe Exactement. jusqu'aux racines parce que ça ne doit pas Exactement, on recouper. déterre tout en fait. Voilà, merci, ça fait plaisir d'avoir ta biographie en complet et tout. Et voilà, on va aller dans le vif du sujet. D'accord. Alors, je le disais un peu dans mon intro, nous allons parler équité et égalité. Moi, j'aimerais d'abord, pour faire simple, demander c'est quoi la définition de l'égalité et c'est quoi la définition de l'équité. Pour avoir les définitions de ces deux mots de façon simple, basique. Ok, bah on va commencer par le plus simple. Je pense que celui que les gens comprennent le plus, c'est l'égalité. Genre en fait, quand on écrit 1 égale à 1, ça veut dire que c'est les mêmes choses sans distinction, sans variation. Genre vraiment les choses identiques quoi. On dirait deux jumeaux qui sont restés dans le même placenta et tout ça, tu vois. Et donc, si on veut revenir dans la question des droits, on pourra dire que la conception de l'égalité, c'est de pouvoir accorder ou en tout cas de pouvoir permettre à tout être humain, sans distinction de sexe, de race, d'orientation sexuelle, de je ne sais pas quoi, de leur permettre de jouir des mêmes droits, des mêmes ressources, des mêmes opportunités, mais franchement, sans distinction. C'est-à-dire que si je prends une femme vivant dans une zone urbaine, elle aura les mêmes droits qu'une femme blanche vivant dans un pays occidental, disons-le comme ça. Ou encore, une personne en situation de handicap qui a les mêmes droits, les mêmes accès aux opportunités, les mêmes accès aux ressources qu'une personne qui n'est pas en situation de handicap. Donc, voilà ce qu'on veut définir en fait par égalité. Mêmes droits, mêmes ressources, mêmes accès, mêmes opportunités, sans aucune distinction. Ça, c'est pour l'égalité. L'équité, quant à elle, est un peu plus subtile. L'équité prend en compte les besoins spécifiques de chaque personne. Je reviens sur les exemples que j'ai pris un peu plus tôt. Une personne en situation de handicap et une personne qui n'est pas en situation de handicap, en vrai, n'auront pas les mêmes besoins. Je donne un exemple tout simple que tout le monde connaît. Une personne en situation de handicap en chaise roulante, si vous la mettez devant un escalier, ne vous étonnez pas qu'elle ne puisse pas franchir ces escaliers. Mais une personne qui n'est pas en situation de handicap physique, en tout cas moteur, en tout cas qui ne se retrouve pas dans une chaise roulante, pourra traverser ou bien pourra prendre ces escaliers-là. Pourtant, on a mis ces deux personnes-là devant les mêmes accès. C'est ça l'égalité. On a mis ces personnes-là devant les mêmes accès, mais l'équité prendra en compte que la personne en chaise roulante a besoin de rampes pour pouvoir avoir accès à l'espace qui est donné à ces deux personnes-là. Si on revient sur les exemples qui visent très souvent, c'est-à-dire l'exemple homme-femme, c'est prendre en compte l'équité, c'est de prendre en compte le fait que, disons que les femmes ont rejoint un certain nombre de droits ou ont eu accès à un certain nombre de droits moins rapidement que les hommes. Et pour pouvoir équilibrer ces inégalités de départ, il faille prendre en compte des mesures pour, je dirais oui, entre guillemets, pour faciliter ou pour permettre à tout un chacun
de pouvoir atteindre le même niveau. Euh, Donc, en résumé, si j'ai envie de me réexpliquer, je dirais que l'égalité, c'est en fait accorder, pouvoir permettre à toute personne sans distinction d'avoir accès aux mêmes droits, de jouir des mêmes ressources, d'avoir accès aux mêmes opportunités sans aucune distinction. L'équité, quant à elle, va permettre en fait que les personnes avec des besoins spécifiques aient accès à des ressources adaptées, à des opportunités qui leur sont adaptées. Et qui prennent en compte, en fait, l'équité va prendre en compte les inégalités de départ. Elle ne va pas être aveugle à ces inégalités de départ, comme, entre guillemets, l'égalité l'est. Je ne sais pas si mes explications sont assez claires pour toi même déjà. Avant je, je pense que franchement, là, c'est limpide. Tu vois, tu l'as dit de façon très claire, très limpide, avec même des exemples et tout, et c'est très structuré. Mais comme j'aime dire aux auditeurs, si vous ne comprenez pas, mettez des commentaires. Franchement, mettez des commentaires. J'espère même qu'à ce stade, vous avez déjà mis des likes, vous avez déjà commenté et partagé surtout. Et j'espère. Et ça me rappelle une image qui a circulé pendant très longtemps sur les réseaux sociaux, où on montre en fait 3 personnes devant une barrière en bois qui essayent de regarder un match sur un terrain. Oui, Et ces 3 effectivement. personnes-là n'ont pas la même taille. Et à ces 3 personnes-là, en fait, on ne donne rien. On leur dit, voilà, vous êtes devant une barrière, regardez le match. Et en réalité, ça, c'est de l'égalité. Tous sont au même niveau. Aucun n'a eu, je ne sais pas, une compensation ou, je ne sais pas, une mesure d'accompagnement ou de Accompagnement, oui. Oui. Par contre, il y a une autre image qui suit pour expliquer l'équité dans ce sens, où en fait on se rend compte et on prend en compte en fait que ces 3 personnes qui regardent derrière la barrière n'ont pas la même taille et donc n'ont pas la même visibilité sur le match. Et donc une personne a eu besoin de 2 caisses pour pouvoir être au niveau d'une autre personne qui n'a même pas besoin de caisse. À côté, il y a la 3e personne qui n'a eu besoin que d'une seule caisse. Être au même niveau que tous les autres et leur permettre à tous les 3 de regarder le match. Tu vois? Et il y a une 3e image qui exactement. Voilà, il y a une 3e image qui a circulé. Voilà, mais qui ne circule pas trop. Où en fait, on abat la barrière. Ce qui permet à tout le monde, sans exception, sans problème de distinction, sans besoin spécifique, d'être aidés ou soutenus parce que eux tous ont réellement accès au match, eux tous le regardent. Et donc, si on revient dans ces schémas-là, le premier, c'est l'égalité. Mais une égalité qui ne prend pas en compte les besoins spécifiques de tout un chacun. Le deuxième, c'est l'équité, dans le sens où on se rend compte en fait qu'il y a des barrières qui ne permettent pas à tout le monde de jouir de la même visibilité et donc il faille les aider. Et le troisième, en fait, je dirais que c'est la société à laquelle nous voulons arriver. C'est-à-dire sans barrière spécifique, que tu sois géant, court, mince, gros, etc. et tout, que la société ne t'impose aucune barrière pour que tu puisses voir facilement ton avenir, avoir facilement accès aux opportunités, avoir facilement accès à tes droits et de les jouir sans distinction, en fait. Donc, c'est un peu ça. Avant de revenir à la prochaine question, par rapport à l'image dont tu parles, lorsque j'ai vu la 3e image, je l'ai partagée. Je me rappelle à l'époque, je crois que ça fait un moment quand même. Oui. À l'époque, une personne m'a commenté. Je me rappelle plus exactement ces mots, mais le commentaire c'était en gros, on n'atteindra jamais ce monde où la barrière est carrément
abattu, quoi, est renversé, en fait. Et je te dis, quand il m'a mis ce commentaire, je crois que je lui ai simplement dit, du coup, on abandonne, on laisse tomber, on ne fait rien, et que ben, chacun se démarque comme il veut pour pouvoir s'en sortir. Je ne sais plus trop ce qu'il m'a répondu, mais ça me renvoie au fait que, et j'ai envie de te demander, est-ce que tu penses vraiment qu'on atteindra ce level où on aura à battre vraiment cette barrière-là, qui pour moi, de toute évidence, le patriarcat, le capitalisme et tous ces freins, quoi. Alors moi, oui, hein, parce que ces barrières-là représentent en fait les luttes ou en tout cas les systèmes d'oppression qui nous gardent dans ce système-là. Et je pense que en tant que féministes, nous devons avoir cet imaginaire-là, cette volonté-là, ce désir-là de faire tomber la barrière. Parce que je pense en fait que le moment où en fait on abandonnera ce rêve, le moment où on abandonnera cet imaginaire, on ne pourra plus réfléchir à des astuces, à des méthodes, à des actions pour faire tomber le patriarcat et tous ces systèmes d'oppression-là, tu vois. Et donc, moi, j'ai besoin d'y croire. Je sais que plusieurs études démontrent, très souvent, ça sort au 8 mars, hein, très souvent, des études démontrent qu'il va falloir encore 300 ans pour que l'égalité homme-femme soit atteinte et tout ça. Je n'ai pas besoin de vivre 300 ans pour le voir. J'ai besoin de pouvoir insuffler ce souffle-là à toutes mes sœurs qui vont me suivre, à ma fille, à mes filles, à mes petites sœurs, etc. et tout, à celles qui seront la relève. Parce que tant que nous n'atteindrons pas cet idéal-là, bah, on ne se reposera pas. Donc pour moi, c'est oui, on va l'atteindre. Même si c'est dans 1000 ans. Ceux qui sont aujourd'hui nos détraqueurs ne seront pas là. C'est nos enfants, notre futur qui sera là. De même que moi-même, moi qui me bats aujourd'hui, je peux ne pas être là. Oui, si on dit 300 ans, oui, je ne serai pas là. Mais genre, Qui sait, voilà, Dieu peut voilà. te prêter, viens. Même moi, je ne veux pas vivre longtemps comme ça. Mais c'est-à-dire que pour moi, ça reste réalisable. Aujourd'hui, si on dit, si on prend par exemple la première personne, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui a déjà imaginé un immeuble grand de, je ne sais pas, 70 étages, je suis sûre qu'à cette époque, on lui dira, mais t'es fou, mais t'es folle, comment est-ce que tu peux penser ça, tu vois? Mais aujourd'hui, on en a, non? On en a jusque dans les centaines de mètres, je ne sais pas, dans les centaines d'étages. Donc, il y a des choses, je me dis, que nous plantons les graines et que c'est la génération future qui va récolter les fruits. Donc, pour moi, je pense que c'est très possible. Cette barrière-là, on la battra tôt ou tard. Peu importe les résistances, peu importe les piliers, je ne sais pas, les clous qui ont permis de mettre en place ces barrières-là. Un à un, elle va finir par se fragiliser et tomber. Amen. En fait, franchement, tu as fini de parler. Je voulais dire autre chose, mais la seule chose qui me venait, c'est Amen. Donc, Amen, en fait. Et tu as raison. Et moi, ça me rappelle cette citation de... En fait, ça me faisait penser à cette citation de Simone de Beauvoir qui disait « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient mis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. » Ce qui veut dire que il y a des progrès, mais chaque jour, il faut qu'on continue la lutte. Sinon, le peu qu'on a gagné, on risque de regresser et cela fera encore plus de job pour nos filles, nos enfants qui viendront. Et donc, il est vraiment important de garder le cap. Mais oui, on va y arriver. On va y arriver un jour et je suis aussi confiante. Hein, je suis aussi confiante que toi. Bon, pour revenir à notre débat. Oui. Équité, égalité. Oui. Donc, en gros, l'égalité, en fait, permet à toute personne, sans distinction, d'avoir accès à des droits, de jouir des mêmes droits. Alors que l'équité, en fait,
va prendre en compte les spécificités de chaque personne. Exactement. Et cela me renvoie à une question. Du coup, est-ce que il y a à choisir entre égalité ou équité ou les deux doivent être mis en place, doivent être mis en œuvre? Je ne sais pas si tu comprends ma question. Oui. Si je peux me répéter, c'est en fait, est-ce qu'on doit choisir entre égalité et équité ou mettre en place des éléments pour les prendre en compte tous les deux? Et Oui. pour moi, en fait, ce sera les prendre en compte tous les deux. C'est-à-dire, en fait, que les mesures d'équité ne sont pas censées perdurer dans le temps. Je Mhm. donne un exemple que je pense que la plupart du temps, les gens connaissent très souvent. Ce que nous appelons les programmes de discrimination positive, ce sont des programmes d'équité. Mhm. Ce sont des programmes, en fait, qu'on met pour, pour, pour réduire le gaps qu'il y a entre les filles et les garçons. Parce que c'est très souvent dans les programmes d'éducation qu'on voit la question de discrimination positive ou même d'accès à des emplois, hein, qu'on voit la Mhm. discrimination positive. Mais c'est pour réduire le gaps qu'il y a entre les filles et les garçons, entre les hommes et les femmes, pour pouvoir arriver à un certain équilibre. Et quand on arrivera à ce certain équilibre-là, bah, ces mesures d'équité n'existeront plus, tu vois. Et donc, Mhm. c'est les deux qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire, même si on met en place des mesures d'équité, c'est pour qu'à l'avenir, nous puissions atteindre l'égalité. Que l'égalité soit une réalité dans la vie des personnes, dans la vie de ces personnes-là en question. D'accord. Du coup, il faut vraiment prendre. Du coup, ça rejoint un peu ce qu'on dit. Quand je parle de ton exemple hein, par rapport au programme de discrimination positive, Mhm. est-ce que du coup, on part de. Ça rejoint souvent ce qu'on dit, on part de l'équité vers l'égalité. Oui, C'est un oui. peu ça. Oui, 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 on pourrait dire ça comme ça, qu'on part de l'équité pour l'égalité. Mais est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'on peut partir de l'égalité pour l'équité? Je ne suis pas sûre. Peut-être c'est dans les réflexions, c'est-à-dire que la personne qui sera là en train de développer un programme d'égalité doit réfléchir à savoir qu'est-ce qu'il faut, se poser la question, qu'est-ce qu'il faut pour que toutes ces personnes-là puissent jouir de l'égalité de leurs droits. Genre, jouir en toute égalité de leurs droits. Quels sont leurs... Mais du moment où cette personne va se demander quel est leur besoin spécifique ou bien quel est le blocage en fait qu'est-ce qui les bloque pour atteindre cette égalité, pour jouir cette égalité, la personne va rentrer dans la question de l'équité. Donc, en fait, pour moi, ces deux questions sont intrinsèquement liées. Tant qu'on parlera d'égalité, faudra mettre, si on n'est pas sûr que ces personnes-là aient accès ou bien jouissent vraiment de leurs droits dans toute sa globalité, on mettra en place des mesures d'équité pour pouvoir atteindre l'égalité. Penser à l'égalité va te pousser à penser à l'équité. Penser équité va te pousser à atteindre l'égalité. Je ne sais pas si tu vois. Oui, oui. Voilà. Penser équité va te pousser à penser égalité. Penser égalité va te pousser à penser équité. Mhm. Très belle phrase de trouve quand même. Du coup, moi, j'aimerais revenir sur quelque chose. Tout de suite, quand tu nous parlais d'équité, tu parlais du fait qu'il fallait prendre en compte les besoins spécifiques de chaque personne. Oui. Ce qui veut dire que chaque personne, chaque individu, chaque être humain, ok, Mhm. a des besoins spécifiques. Oui. Est-ce que sur cette base, on peut dire que les humains sont égaux? Tu vois, les gens disent que l'homme et la femme ne le seront jamais euh, égaux parce que égal ou égaux. Il me blessé. L'homme et la femme ne seront jamais égaux. Attends, c'est égal ou égaux?
et la femme. Oui, ils ne seront jamais égaux. En fait, la femme, c'est le féminin, ça donne ego, mais quand c'est l'homme, l'homme, c'est Oui, masculin. égaux égal, tu sais, en fait, Parce que prends la formulation la plus féministe que tu veux. je suis d'accord, la formulation la plus féministe. Donc, l'homme et la femme ne seront jamais égaux. Mhm. Et en fait, du fait que l'homme a des spécificités et la femme aussi. Et souvent, les gens partent plus sur le critère physique. Voilà. Et si on Euh, revient à la question de l'équité, est-ce que tu penses que l'homme et la femme seront un jour égaux? En fait, je ne sais pas si ma réponse va répondre à ta question, parce Oui. que moi, quand je l'analyse, en fait, je pense que on se pose mal la question. Si les gens de base disent que les hommes et les femmes ne seront jamais égaux, c'est parce qu'ils se basent sur des critères, entre guillemets, biologiques, physiques, tu vois. Mais lorsque nous parlons d'égalité, d'équité dans notre contexte, nous parlons de la jouissance de nos droits, de la jouissance de nos corps, de la jouissance de qui nous sommes intrinsèquement au-delà même de notre apport biologique, de notre apport physique. Et si on part de cet ensemble-là, les êtres humains, normalement, sont égaux. Il n'y a pas de discussion, c'est-à-dire ce sont des êtres humains avant même d'être définis par leur sexe, d'être définis par leur race, tout en sachant qu'en réalité, il n'y a qu'une seule race. Et donc, en réalité, ne pas être défini par sa couleur de peau, son origine ethnique, son lieu de naissance, son milieu de naissance, tu vois. Parce que on peut très facilement répéter la même question en se disant, est-ce que le blanc et le noir sont égaux? Parce que il faut prendre en compte cette hégémonie, cette histoire, nanani, nanana, qui existe autour du racisme, du colonialisme. Ou encore, basculer cette question-là sur le classisme, qui va se poser la question, est-ce qu'un pauvre et un riche sont égaux? Tu vois, c'est sur des différences sur lesquelles, lorsqu'on se base sur des différences sur lesquelles les gens n'ont pas le pouvoir de réagir et se demander si sur cette base-là, les gens sont égaux ou pas, on biaise la question. Parce qu'en réalité, la question se pose, est-ce qu'en tant qu'être humain, nous sommes tous égaux? Devant la loi et dans la Déclaration universelle des droits humains, normalement, c'est oui. Mais lorsqu'on prend en compte les systèmes d'oppression qui sont en place, c'est non. Et c'est ce système d'oppression-là qui nous pousse à formuler des questions dans ce sens ou à prendre des éléments sur lesquels nous ne pouvons pas intervenir pour poser des questions d'égalité, alors qu'il ne s'agit pas de ces questions-là. Est-ce que c'est parce que je suis une femme que si je veux faire un métier que l'homme également apprend, que j'ai la capacité d'apprendre, qu'on me dira que non, je ne peux pas faire ce métier? Oui, on reconnaît qu'il y a des trucs biologiques, des éléments biologiques sur lesquels on ne peut pas revenir. Et ce n'est pas ça la base de la discussion. Parce que si on veut parler de la force physique, il y a des femmes qui sont beaucoup plus fortes que des hommes. On est d'accord. Il y a des hommes qui se font battre, excuse-moi, mais qui se font battre par des femmes. C'est-à-dire, quand je dis battre, c'est-à-dire, on va prendre un art martial où on entraîne et la fille et le garçon. Selon les techniques que les personnes adoptent ou, comment on dit, la capacité de chaque personne, la fille peut mettre le garçon KO. Ça existe. Mais Floriane, pourquoi tu es gentille comme ça? Tu vas prendre le cas de art martial et tout ça même. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas qu'on cautionne les violences. Hein. Oui. C'est dans la vraie vie. On a des femmes. Moi, j'ai été très querelleuse au primaire. Je me battais avec les garçons, je les frappais.
Ah, c'est ça. Est-ce qu'il me dépassait en vrai? Non. Même moi à qui tu parles ici non, je pense, au collège, hein, j'étais très bagarreuse. Je me battais avec les garçons. Donc Non. c'est c'est donc c'est une question de ce que nous allons appeler les constructions sociales qui se basent en fait sur les systèmes d'oppression dans lesquels nous vivons. Donc pour moi, la question où on se dit: «L'homme et la femme seront-ils égaux?» Elles ne seront jamais égaux, ils sont complémentaires, c'est un faux problème, c'est une question biaisée. Ce sont des êtres humains qui ont accès aux mêmes droits, aux mêmes opportunités, qui ont le droit de jouir de leur corps comme ils l'entendent, de décider en âme et conscience de ce qu'ils veulent faire de leur corps ou pas. Donc, en tant qu'être humain, est-ce que nous sommes égaux? C'est la vraie question. Si nous ne le sommes pas, pourquoi est-ce que nous ne le sommes pas? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que, en quoi constitue le blocage de la jouissance égalitaire de ces droits-là entre tous les êtres humains? Tu vois, moi, c'est comme ça que je poserais la question. Très bien, très bien, très bonne reformulation de la question. J'aimerais revenir sur la question de se battre, hein. Tu vas me donner ton avis. Mhm. J'avais déjà reçu Eric et Eric disait que d'ailleurs même les hommes entre eux ne sont pas égaux. Bah, voyons, voilà, c'est très vrai. Et c'est effectivement très vrai. Il y a des hommes qui sont plus forts que d'autres. Mhm, Et en fait, on discute et je lui disais qu'en fait, il y a des localités au Togo, pas au Togo, dans le monde, hein, par exemple, moi, j'ai été au Niger, j'ai remarqué que les hommes, la plupart, surtout dans les peuples, sont très fins. Sont très fins, ils sont pas gros, ils sont pas musclés, tout en fait. Et que tu as mhm, en face de des femmes qui sont très corpulentes, c'est nos femmes qui font, tu vois, tout ce qu'on connaît là, aller au champ, mhm. puiser de l'eau, faire des kilomètres avec des enfants sur le dos et tout. Et, qu'on, et que pendant ce temps, l'homme est assis et que si on partait même sur ce base de critères simples, physiquement, la femme est plus forte. Ces femmes-là sont plus fortes que ces hommes. Mhm. Mais pourquoi est-ce que ces hommes arrivent toujours à avoir ce pouvoir de lever la main sur la femme et tout, et que ces dernières ne disent rien? Pour moi, c'est le blocage est avant tout psychologique. Mais je ne sais pas ce que toi tu en penses. Alors, j'ai utilisé un terme un peu plus tôt, j'ai parlé de conception, j'ai utilisé un terme, pourquoi il vient de m'échapper en fait? C'était Construction pas. sociale, voilà, ce sont des constructions sociales. Tu Hum, sais, lorsque on met au monde un nouveau-né dans une société, heu, on lui inculque des normes et des croyances tout au long de sa vie, en tout cas tout au long de ses premières années de vie. On lui dit: «Fais pas ci, fais pas ça», on dit pas ci, on dit pas ça, on s'assoit comme ci, on mange comme ça, et cetera, et cetera, et cetera. Tout ça là, ça rentre dans les normes, dans les constructions sociales. Et donc si dans une société, et effectivement la société dans laquelle nous vivons, qui est une société patriarcale, où on te dit que c'est l'homme qui est le chef de famille, c'est l'homme que tu dois respecter. L'homme est beaucoup plus fort que toi. L'homme, c'est celui qui prend les décisions. C'est à lui que tu dois être soumise, même si tu as la force physique et que tu es devant ton mari, tu risques d'oublier que tu as de la force physique pour t'agenouiller ou en tout cas pour ne pas te défendre et te laisser battre. Tu l'as un peu dit, c'est beaucoup de mental parce que c'est des trucs qui sont ancrés même dans ton inconscient. On t'a nourri avec dès le biberon, tu as grandi avec, tu l'as inculqué et les gens autour de toi, la société dans laquelle tu vis, te montre en fait que c'est le comportement adéquat à avoir en tant que femme et le comportement adéquat à avoir en tant qu'homme. Ce qui fait que si tu ne commences pas une déconstruction mentale, tu ne pourras pas accepter ou en tout cas briser les chaînes de ces croyances-là
pour pouvoir te libérer de ça et te prendre en genre, te prendre en savoir que tu es un être en tout, voilà, tu es un être complet, voilà, Mm. et que tu as le droit de prendre des décisions et tout, et que effectivement, dans notre espace, nous te dirons que la violence n'est pas une réponse à la violence, tu vois? Et donc, en tant que personne qui sait qu'elle est complète, ne pas subir de violence et ne pas faire subir de violence, c'est la moindre des choses que tu peux accorder à un être humain en face de toi. Donc oui, je te rejoindrai en disant que oui, il y a beaucoup d'éléments mentaux, mais ce n'est pas que mental, ça demande un certain nombre d'années. C'est un peu comme du brainwashing, comment on appelle ça? Du lavage de cerveau. Voilà. Il faut que la personne accepte que tout ce qu'elle a appris ou accepté il y a des années, depuis des années, n'est pas vrai ou ne lui convient plus. Et donc, commencer par établir des choses pour pouvoir se libérer de cette manière de penser et d'accepter maintenant de nouvelles manières de penser. Parce qu'il ne suffit pas non seulement de se dire que ah, tel acte est mauvais. Tel acte est mauvais, mais par quoi est-ce qu'on le remplace? Parce que c'est très facile de dire à une personne, et on le voit très souvent chez les personnes qui sont victimes de violences conjugales, qui vivent dans un couple violent. Ce n'est pas qu'elles n'ont pas compris qu'elles vivent dans la violence. Elles le savent très bien. Elles savent qu'elles doivent en sortir, mais elles remplacent en fait ça par quoi? Quand on donne de nouvelles informations, bien quand quelqu'un a été nourri à une information et qu'on veut faire partir l'ancienne information, il faut lui donner une nouvelle information. Ça se traduit tant sur le plan mental, psychique que sur le plan physique. Lorsque par exemple je vais parler des personnes victimes de violences conjugales, on leur dit de quitter leur bourré, mais pour aller où? Tant que vous n'offrez pas un espace sécurisé, la personne ne saura pas où se rendre et donc va rester à l'endroit où elle est déjà, qui est un acquis entre guillemets déjà. Je ne sais pas si tu vois. Donc pour moi, c'est un long processus. C'est vrai que c'est mental, mais c'est un long processus. Il faut offrir de nouveaux imaginaires, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de réagir à ces personnes-là pour qu'elles puissent en sortir. Effectivement, c'est un travail de déconstruction sociale totale en fait, parce que être né, éduqué dans tout un système, c'est pas du tout évident de quitter ce système-là de quitter ce système du jour au lendemain, de devoir tout refaire à zéro et tout, c'est tout un temps de travail de déconstruction sociale. Et moi, pour revenir, tu disais un truc. Je disais que c'est douloureux comme processus également. Très, très douloureux. J'aimerais revenir sur la notion de l'équité. Oui. Quand on dit que l'équité doit prendre en compte en fait des besoins spécifiques, Oui. j'aimerais plus le prendre d'une façon assez globale. Ok. C'est vrai que quand on va être dans un cadre, je dirais restreint, peut-être par exemple dans un cadre de famille et tout, et que je vais prendre un exemple pour expliciter ce que je veux dire. Hein. Quand on est peut-être Oui. en famille et qu'on a une personne en situation de handicap, on sait qu'on doit mettre en place des mesures, peut-être déménager, mettre des rampes et tout, pour que la personne puisse être à son aise. Mhm. Mais j'aimerais le prendre sur une échelle un peu plus globale et tout en fait. Prendre en compte ces spécificités-là, cette responsabilité revient vraiment à qui? De prendre à cette toute la mesure. société. Tous les niveaux? Ben oui, à tous les niveaux. Bon, voilà, si on revient même à l'exemple de la famille, ou en tout cas sur le plan national, c'est de prendre en compte en fait les besoins
de chaque groupe de personnes parce qu'on ne va pas pouvoir répondre à une personne à une personne spécifiquement, mais à ce groupe de personnes. Lorsqu'on va monter, et pour moi, c'est à tous les niveaux en fait. Du plus bas niveau, c'est la famille. Le niveau qui va suivre, bah, c'est le niveau communal, ensuite régional, ensuite préfectoral. Ça, je prends en fait un peu l'exemple de notre pays, le Togo. Ensuite national, tu vois. Et il faudrait que à toutes les étapes de ces niveaux-là, qu'on ait des mesures d'accompagnement pour les femmes, pour les intégrer dans l'emploi, dans les systèmes de santé, dans l'éducation, dans tous ces secteurs-là où on veut bien, on va pas si on veut bien, mais où on doit retrouver et des femmes et des hommes en train de travailler ou en train de produire pour la société. Et c'est à toutes les étapes. Par exemple, au niveau national, on aura les lois à voter par les députés, par les parlementaires. Il faut que dans ces lois, on prenne réellement en compte la question de l'égalité à travers le prisme de l'équité. Parce que notre société n'est pas encore égalitaire pour pouvoir enlever complètement les questions les, les approches spécifiques, les mesures spécifiques par rapport à chaque personne. Et donc, au niveau national, les lois, les politiques qui sont votées, qui sont prises en compte, les actes et tout, doivent prendre en compte les besoins spécifiques des différents groupes qui existent dans la population. Quand je vais parler des différents groupes, bah, je vais parler des groupes des femmes, des hommes, des jeunes, des filles, des garçons, des adolescents et tout. Tu vois, lorsqu'on est en train de faire, par exemple, une enquête statistique au niveau, par exemple, comment on appelle ça, le recensement démographique global, là, Mhm. bah, on a différents groupes de personnes qui sont interrogées, qui sont recensées, etc. L'État sait normalement quel est le pourcentage que représentent, par exemple, les personnes en situation de handicap physique, moteur, mental, etc. dans sa population. Il doit pouvoir accorder, par exemple, dans son plan de développement sanitaire, dans son plan de développement social et tout ça, des éléments qui prennent en compte les besoins spécifiques de tous ces groupes-là, parce que tous ces groupes-là n'ont pas les mêmes besoins. Les besoins des femmes en milieu rural ne seront pas les mêmes besoins que ceux des femmes en milieu urbain. Et donc, au niveau national, le gouvernement et les parlementaires doivent pouvoir prendre en compte ces éléments dans les politiques, les lois et les plans de stratégie qu'ils sont en train de développer. Au niveau préfectoral, ça doit être la même chose. Au niveau régional, ça doit être la même chose. Au niveau communal, ça doit être la même chose. Et même dans les entreprises, les sociétés, ça doit être la même chose. C'est comment est-ce que nous faisons pour que ces éléments soient pris en compte à toutes les étapes, à tous les niveaux. Donc, pour moi, c'est vraiment sur toute la chaîne. On a la petite chaîne qui est la famille, qui est représentative de la famille. Mais on sait très bien que les lois qui sont votées au Parlement ont des répercussions en fait sur comment nous vivons dans la société et donc peuvent entraîner des situations d'égalité ou d'inégalité ou renforcer les situations d'inégalité. Donc ça doit être pensé à tous les niveaux. Et très souvent, lorsque nous parlons de ça, nous parlons également de volonté politique. Lorsque le gouvernement en place a pour objectif de réduire véritablement les inégalités qui existent entre les genres et les différents groupes de personnes qui peuplent une nation, bah, la réflexion est poussée pour savoir quels sont les besoins spécifiques de tout un chacun de ces groupes-là. Que ce soit au niveau social, économique ou culturel, c'est pris en compte. Mais les personnes également qui sont au niveau de l'État, ce sont des êtres humains qui vivent dans nos sociétés, qui vivent dans nos familles. Donc tu vois, ça reste pour moi un cercle ou bien un cycle qui recommence. Effectivement, et c'est à tous les niveaux. Il y a quelques jours, allez, je vais dire moi-même d'ailleurs. Oui. J'étais à la fac, j'étais à l'université de Lomé
Et tu as vu je sais pas si tu es encore allé à l'université récemment. C'est, Toujours. bon, du moins ces dernières années, parce qu'ils ont construit une sorte d'escalier façon pour traverser la plateau. Oui. Et je regardais ça et je me rappelle, en fait, il y a quelque temps, j'étais dans une ville et il y avait effectivement ce genre de truc, mais qui était en rampe. Ok. Et je me suis dit, mais en fait, nos États, c'est pas la peine. En fait, le, je sais pas ce que c'est, le pont, c'est l'escalier et tout. Quand je l'avais vu dans l'autre ville, dans l'autre pays, c'était en rampe. Et quand j'ai revu cette université de l'ONU, je me suis dit, en fait, c'est réellement ça, prendre en compte l'équité ou l'inclusion à tous les niveaux. Exactement. Partons du principe que à l'université de Lomé, bon, le pont là qu'ils ont fait, déjà les étudiants ne l'utilisent pas. Partons du principe que les étudiants vont l'utiliser. Qu'en est-il des étudiants qui sont en situation de handicap, où eux ils font exception, ils peuvent traverser la route quand même. Alors que de ce qui veut dire que ce pont-là, cette escale devait être fait en rampe. Exactement. Qu'une personne en situation de handicap traverser en prenant la rampe, tout simplement. Oui. Et en fait, j'ai regardé, quand j'avais vu l'autre truc en rampe, je me suis dit, franchement, du boulot en fait. Et moi, j'ai aimé ce que tu viens de dire. Tu as parlé d'inclusion et c'est ce que l'équité veut faire. Comment inclure chacune des parties, en fait, dans le processus pour avoir accès, etc. Parce que la question qu'on doit se poser, comment est-ce que tout le monde participe? Comment est-ce que tout le monde a accès? Et lorsque, par exemple, et tu vas voir, excuse-moi encore une fois, lorsque cette décision a été prise de mettre en place une rampe pour permettre aux étudiants de traverser en toute sécurité, bah, sur la chaîne de réflexion, bah, il y a pas eu de personnes en situation de handicap. Oui. C'est dommage déjà que dans l'équipe, il n'y a pas de personnes en situation de handicap pour rappeler en fait que, moi, en tant que personne en situation de handicap, vous mettez les escaliers comme ça là, comment est-ce que vous pensez que je vais pouvoir traverser? Ça, c'est un. Mais la seconde étape, c'est de pouvoir arriver au fait que, même si dans l'équipe, il n'y a pas de personnes en situation de handicap, ce ne soit pas une raison pour ne pas penser aux personnes en situation de handicap. C'est là où même nous devons arriver. Que même si dans une équipe, il n'y a que, entre guillemets, des hommes, qu'on ne puisse pas être inquiet que les besoins spécifiques des femmes et des jeunes ne soient pas pris en compte. Que parce que une identité ou un groupe de personnes manque dans l'espace de décision, que ce groupe de personnes ne soit pas pris en compte dans l'approche de solution, c'est là où se trouve le véritable problème. Effectivement, c'est très important parce que moi, je vais donner encore un autre exemple. C'est juste pour que les auditeurs puissent vraiment visualiser pourquoi c'est vraiment important de prendre tout en compte. Même sur la question des personnes en situation de handicap, comme moi je suis arrivée en France pour la première fois, je me suis rendu compte que partout, même quand tu arrives dans un restaurant, dans une cafétéria, il y a toilette. Tu vois, toilette homme, femme, et tu vois toujours un homme, mais une personne en situation de handicap en fait. Même si ce n'est qu'une seule toilette, la toilette est construite de sorte que qu'une personne en situation de handicap puisse l'utiliser. Même les parkings, partout où tu vas, même ce qui m'avait ébloui une fois, j'étais partie il y avait un espace vert, une sorte de jardin en face de mon boulot. Mais en fait, il y avait l'escalier, il y avait la rampe pour accéder au parc. Je me suis dit, vraiment, c'est vraiment penser à tout. Et même, je me rappelle, mes premiers jours à l'université, je rentre dans les toilettes, je vois un truc où c'est écrit se salir sans quiétude. Et il y avait des serviettes menstruelles, il y avait des tampons pour les filles. Et c'est payé par la CEVEC en fait. C'est une sorte de compte. C'est un peu comme les cotisations parallèles
Mhm. à l'école, Ok. où c'est les étudiants qui contribuent à la vie estudiantine. Et Mhm. je me suis dit, là, c'est garçon, fille, oh, peu importe qui tu es, tu contribues aussi à créer cette égalité-là, en fait, à ce que les filles se sentent à l'aise à l'école, à ce que tout soit, Accessible euh, à tout le monde, en fait. voilà. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de prendre en compte euh, les spécificités de chaque personne pour pouvoir vraiment atteindre cette égalité ou cette société modèle en fait à laquelle on aspire. Exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai encore comme question? En vrai, j'ai vraiment plus vraiment de questions parce que je pense qu'on a, je pense qu'on a Tourner un peu la tout chose balayé. dans tous les sens. Tu disais? Tu dis? Tu penses qu'on a tourné la chose dans tous les sens? Non, peut-être pas tout, mais en fait, je pense qu'on a balayé l'essentiel parce que après tout, je pense qu'il y a tellement, tellement à dire. Mais j'aimerais juste te reposer une question. Est-ce que cela ramène à la notion par rapport au féminisme? Est-ce que Oui. cela ramène au fait que il n'y a pas un féminisme, mais des féminismes? Alors, je vais dire oui. Disons-nous la vérité, il n'y a pas qu'un féminisme, mais des féminismes. Pas forcément dans le sens où les gens le pensent, mais par rapport euh, à l'évolution des enjeux. Je vais dire un exemple. Par exemple, il y a des féministes écolos, il y a des féministes anticapitalistes, il y a des féministes militaires. En fait, c'est ces différents féminismes-là dont on parle, qui, dans chaque aspect des, des, ou bien en fait, qui se positionnent à mettre des approches féministes dans chaque système d'oppression. Je donne un exemple. Moi, je me définis comme féministe radicale, anticapitaliste, intersectionnelle et noire. Pourquoi pour moi le radical est important? Le radical est important parce que je me concentre en fait lorsqu'un problème apparaît à, à creuser pour connaître la racine de ce problème. C'est d'où vient le radical en fait. Ça n'a rien à voir avec euh, les livres, etc. très souvent auxquels on compare, non. C'est de pouvoir creuser pour lutter contre les racines du problème elles-mêmes. Ça, c'est mon premier terme. Intersectionnel, parce que je prends en compte toutes les diversités et je pense en fait qu'un être humain, spécifiquement les femmes, sont, sont vivent des inégalités, pas uniquement à cause de leur sexe, mais également à cause de toutes ces identités qu'elles portent en elles. Je donne un exemple. Une femme noire, elle est déjà femme et elle est noire, n'aura pas les mêmes vivant dans un espace occidental, n'aura pas les mêmes problèmes qu'une femme noire vivant en Afrique. Une et pour elle en fait, ça fait deux identités. La première identité, c'est qu'elle est femme et la seconde identité, c'est qu'elle est noire. Dans d'autres situations, sa première identité sera qu'elle est noire et sa seconde identité sera qu'elle est femme. Je ne sais pas si tu vois. Et pour moi, prendre en compte ces différentes identités-là dans un contexte bien précis permet d'analyser et encore une fois, d'essayer de voir quel est le problème principal dans une situation donnée, même si toutes ces identités-là peuvent influencer, comment j'ai dit plus tôt, peuvent soit réduire les inégalités ou les exacerber. Et anticapitaliste parce que je pense que le capitalisme est la sœur du ou la sœur ou le frère du patriarcat.
C'est le Parce frère, que, non, le oui, capitalisme. Je pense que, c'est qui? je pense que c'est le frère. Voilà. Parce que le Parce capitalisme, non. que le patriarcat se nourrit en fait du capitalisme et le capitalisme nourrit le patriarcat. Si je peux me permettre d'expliquer dans le sens où le capitalisme se base sur l'exploitation des êtres humains pour produire en fait de pour produire en fait de la richesse. Et le patriarcat, c'est de l'exploitation en fait spécifiquement des femmes. Qui a permis en fait la division en fait sexuelle du travail. Et donc là, je vais parler de la production et de la reproduction. On met très souvent les hommes au niveau de la production et très souvent les femmes au niveau de la reproduction, tout en oubliant en fait que les femmes interviennent quand même dans la production. Et donc c'est de la main-d'œuvre qui est niée, qui est mal payée, qui n'est pas rémunérée à sa juste valeur et qui profite au capitalisme. Donc, ces deux systèmes d'oppression sont intrinsèquement liés. Et en tant que féministe qui se bat contre le patriarcat, je dois pouvoir prendre en compte les questions de capitalisme. Et ça, par exemple, pour moi, ça va m'entraîner à faire attention à ce que je consomme, aux marques que j'achète, à qui est-ce que je finance, etc., etc., etc. C'est beaucoup de questions et donc peut-être qu'il y a des féministes qui n'ont pas envie de se concentrer sur ces trois éléments et qui préfèrent se concentrer sur un seul élément, d'autres qui vont se concentrer sur plusieurs éléments. Et là, par exemple, moi, je ne me suis même pas définie comme écoféministe, tu vois, parce que là, ça va rajouter encore un autre élément qu'il faut prendre en compte. Donc oui, il existe des féminismes et pas qu'un féminisme. Mais le but essentiel de tous les féminismes qu'il faut se poser pour savoir en fait si c'est vraiment un féminisme qui en vaille la peine, c'est de se poser la question, est-ce que ça a pour but de transformer les relations de pouvoir qui existent entre les gens, les hommes, les femmes et tout autre groupe social qui existe, et si il a pour but en fait de détruire, d'abattre le patriarcat. Si à ces deux questions on répond oui, bah, c'est du féminisme pour moi. Hmm. Oui, c'est clair et net. Pour te faire un peu rire, tu sais, je m'étais énormément intéressée à l'écoféminisme et je, je crois une fois dans un truc et tout, on nous a mis des podcasts et tout. Et il y avait un podcast sur l'écoféminisme. Je te jure, j'ai rien compris. Je l'ai écouté pendant je sais pas combien de temps. J'ai rien compris. En fait, à un moment, je disais à quelqu'un, je crois que c'est juste de l'alignement des mots, en fait, parce que je comprenais absolument rien du tout. Franchement, c'est pas pour faire genre quoi que ce soit. À un moment, je pensais que en fait, je comprenais. Il y avait des mots, hein, et c'était en français, et je comprenais ces mots. Oui. Mais je comprenais absolument rien. Et je me suis dit, je suis féministe, hein, mais je sens que combat là, je ne peux pas charger. Exactement. Je ne peux pas charger. Mieux je laisse pour celles qui s'en sentent concernées. Je vais Exactement. aller charger ce que je charge depuis Exactement. et puis c'est fini. Pour dire qu'effectivement, il y a plusieurs féminismes, que le féminisme va vraiment prendre en compte aussi la société dans laquelle elle est, parce que voilà, les réalités, les combats ne sont pas les mêmes, mais que voilà, on n'est pas obligé de tout porter en fait, on n'est pas obligé de tout transporter. Moi d'ailleurs, je dis souvent que puisque féministe, je suis une libéraliste. Pour moi, c'est la liberté des êtres humains qui compte plus que tout. Alors, merci beaucoup Floriane de nous avoir consacré ce temps à mon auditoire et à moi. C'est un plaisir Nous te d'avoir disons- discuté avec toi. merci. Alors, je vais te laisser placer ton mot de fin avant que je ne conclue. Mais avant de te laisser placer ton mot de fin, j'aimerais te soumettre une requête. Oui. C'est un peu notre, je dirais quoi, notre rituel ici et tout. C'est de te laisser l'honneur et le privilège à toi de nommer ce podcast, cet épisode qu'on vient de faire,
C'est vrai qu'on a parlé, en gros, d'égalité et de l'équité. On a fait une claire et nette distinction entre les deux. Et j'espère que les gens ne vont plus confondre les deux. Parce que franchement, les histoires, on confond tout là. Et que voilà, tout est clair. Mais je te laisse l'honneur de donner le titre voilà, à cet épisode, à cet échange qu'on vient de donner. C'est un honneur que je laisse à tous mes invités. Oh, wow. C'est une grosse charge là. Franchement, sans pression, donne comme tu le sens, que ce soit en anglais, en français, en éve, en ina. Juste peut-être que ça reflète un peu la discussion qu'on vient d'avoir, mais sinon, relax. Alors, comment est-ce que je vais nommer notre discussion? Comment atteindre l'égalité, tout simplement. Très bien, ah, je kiffe. Hein. Bon, je kiffe, de toute façon, je kiffe tous les titres qu'on me donne depuis le début. Comment atteindre l'égalité? Est-ce que j'ai quand même le droit de revenir changer au cas où je trouve encore un titre plus poignant? Ou Bon, de bien, toute façon, tu l'as dit, comme ça, au cas où il y aura un autre intitulé sur les visuels, les auditeurs sauront que c'est parce que tu es venu changer. et je pense également à comment construire notre imaginaire autour de l'égalité. Je sais pas. Comment construire notre imaginaire autour de l'égalité? L'égalité. Alors, disons que franchement, je note les deux. Oui. Et peut-être tu viendras nous préciser. Hein. D'accord, d'accord. Je Le temps de t'envoie nous un préciser. message Ok. pour confirmer. Oui. Et puis les auditeurs sauront que entre les deux, voilà ce qui a été choisi, quoi. On va le titre. Vers la fin, ils comprendront. Ils comprendront très bien. Ok, merci beaucoup Floriane, c'était vraiment un plaisir. Pour la petite histoire, je vais faire plaisir à mes auditeurs. Oui. Floriane est mon modèle dans l'activisme féminine. Je le dis comme ça. Wow. Je crois que je le disais au début quand je crois que j'ai rejoint. Tu es l'une des personnes qui m'a vu dès le début. Oui. Avec Girls Motion et autres. Et pour moi, j'ai toujours été un peu, je dirais, une référence en fait dans le game, même avec la communauté et tout. Je sais pas, mais j'avais plus de facilité à revenir vers toi quand j'avais des questions ou des discussions, des échanges. Et pour moi, quand je dis sorcière, je t'appelle sorcière, c'est pas seulement en mode, voilà, par rapport à la communauté, mais je donne vraiment l'aspect sœur, tu vois, sœur, grande sœur, si tu veux. Je donne vraiment l'aspect sœur, grande sœur, avant sorcière, et je tenais à te dire vraiment merci d'avoir été cet exemple, d'avoir eu de la disponibilité, d'avoir été là, d'être, voilà, juste toi, quoi, et de toujours, de m'avoir toujours aussi poussé, parce que tu as aussi partie des personnes qui vont toujours aussi un peu pousser à faire les choses, à aller un peu de l'avant. Tu as été l'une des premières à m'envoyer en atelier avec Girls Motion et tout. Et pour ça, je tiens ici à te dire merci, 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 merci. Comme on dit, s'il y a plus gros que merci, ben, je te le dis merci. Je suis toute émue. Si j'étais blanche, j'allais devenir toute rouge. Que tes larmes ne pleurent pas. J'espère. Mais en fait, je perds les mots parce que voilà, je m'y attendais pas. Je pense que ça me fait plaisir que ma manière d'être, de vivre mon féminisme a pu t'impacter et a pu participer à la personne que tu es aujourd'hui et également à ce que tu nous offres comme plateforme d'écoute et tout. Franchement, merci à toi aussi parce que tu aurais pu ne pas m'écouter ou ne pas me suivre, tu vois. Donc, je pense que chacune d'entre nous a fait sa part et ça me fait vraiment plaisir. Merci à toi. Alors, je te laisse, je voulais, c'était mon moment, l'occasion de te dire merci et tout.
Je te laisse placer ton mot de fin sur cet épisode qu'on vient de faire. Et voilà, et je ferai ma conclusion. Ok, j'espère que mon mot de fin ne sera pas comme ta conclusion, mais tout ce que je voudrais dire, déjà, je commence par toi en te disant merci de m'avoir invité. Je pense que ça fait longtemps que je ne vais plus sur les podcasts des gens, pas par manque d'envie, mais par manque de temps et d'énergie aussi. Oui, Et je pense que si les gens savaient le nombre de fois où on a planifié l'enregistrement de ce podcast et je te ça n'a dis, pas tenu, on l'a reporté, finalement, à quel moment nous le faisons, c'est bien. bah, ils se rendront compte, en fait, que, bah, voilà, quoi, c'est pas facile. Mais voilà, je tiens à te dire merci de m'avoir invité sur cet épisode. Je pense en fait que les titres que tu développes, en tout cas les sujets que tu développes, m'auraient tout autant intéressé que celui-ci. Mais Mm. voilà, je peux pas être à 2 endroits en même temps. Et hem et j'espère en fait que les gens qui nous ont écoutés ont passé un bon moment avec les exemples, que c'est beaucoup plus clair. Et Oui. que même si c'est pas clair, c'est ça fait partie du cheminement de se reposer les questions, de se re-questionner et qu'en sortant de cette écoute, si vous posez énormément de questions, c'est que c'est bon, ne vous inquiétez pas. Si vous avez des réponses aux questions que vous vous posez également, c'est que c'est bon, mais que si ça n'a pas touché quelque chose, ça n'a pas remué quelque chose, c'est que peut-être vous devez aller écouter encore plus ou Je d'autres éléments qui vont vous permettre de vous questionner. En tout cas, c'est un chemin de plein de questionnements, de plein de remises en question, ce chemin de déconstruction que nous engageons et bah, j'espère que vous allez apprécier l'écoute. Alors, je disais merci beaucoup Floriane, merci beaucoup le peuple de nous avoir écoutés. Euh, on a parlé égalité, équité, on a défini les notions, ce que c'est que l'égalité. C'est de permettre à toute personne de jouir des mêmes droits. On est revenu aussi sur l'équité qui, en fait, prend en compte les besoins spécifiques de chaque personne, de chaque individu et de chaque être humain. Et j'espère que désormais, vous n'allez plus confondre ces deux notions. L'équité et l'égalité sont tous deux très importants, en fait, pour l'atteinte d'un monde idéal, d'un monde de modèle comme on y aspire. Et il est vrai que, comme elle a dit, quand vous pensez équité, il faut penser égalité. Quand vous pensez égalité, il faut penser équité parce que les deux vont de pair. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode. J'étais avec Floriane Klein à côté, comme elle le dit. Moi, c'est Lidao, alias la mère du peuple. Et je ne porte que deux casquettes dans le cadre de ce podcast, féministe et podcasteuse. J'espère que vous avez liké, commenté, partagé. N'hésitez surtout pas à commenter si vous avez des questions. On se fera un plaisir de vous répondre. Et que vous êtes aussi abonné à nos différentes plateformes, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify. Et ce que j'ai oublié aussi. Merci énormément à vous. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain épisode d'Empouvoirment, le podcast. Bonjour, bonsoir le peuple, selon l'heure à laquelle vous me recevez. Et à très bientôt. Ciao.